aimons-nous tous. Ça serait chouette si on pouvait tous s'aimer, hein? J'ai pas d'argument ou de belle réponse à donner à cette grande question. Et je botte en touche, voilà. Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui en réponse à l'appel de Benoît Pirard qui m'a proposé de témoigner sur ma reconversion et de vous faire part un petit peu de mon parcours. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre à cette demande et qu'on va mutuellement publier sur des chaînes respectives, les chaînes de chacun, la réponse à ces questions. Parce que vous avez été assez nombreux dans le temps à être insistants pour me proposer aussi d'avoir un petit peu ce retour d'expérience sur ma reconversion. Et j'avoue que j'ai traîné à vouloir avoir envie de le faire pour mille raisons, parce que je savais pas trop quoi en dire, je savais pas trop si j'avais la posture, envie de prendre la posture au moins, d'avoir un parcours plus original que celui d'un autre. Et en fait, avec le temps et la demande de Benoît, je me suis dit que ça avait du sens de vous faire part de mon parcours, qui est peut-être d'une certaine façon un peu atypique, et qui peut servir à d'autres, et en même temps, voilà, c'est un peu comme une sorte de bouteille qui est jetée quelque part, et puis on verra ce que ça donne. Je vais vous faire part, du coup, donc, de ce que j'ai pu vivre, de comment j'ai constitué cette reconversion, comment je l'ai appréhendée, quelles ont été les choses que j'aurais envie de recommencer, celles que peut-être j'aurais pas envie de recommencer. Voilà. Allez, on commence par la première question. Voilà une question qu'elle est bonne. Je sais pas s'il y a vraiment un truc qui m'a poussé à changer de vie. J'avoue que ça s'est fait en plusieurs temps. Alors, déjà, petit rappel historique. Pour ma part, à l'origine, j'ai une formation d'ingénieur dans les télécoms et j'ai travaillé 10 ans en tant que développeur dans le jeu vidéo. Pas de rapport direct, mais au moins on était devant un ordinateur. Et j'avoue que c'était le kiff. J'ai fait ça dans une boîte où c'était kiffant de le faire et c'était vraiment un chouette boulot que j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a fait basculer vers le manuel, en fait, ce boulot d'ébéniste que je fais aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir envie de fabriquer du concret dans ma production quotidienne, dans mon travail en fait. Par contre, ce que je vois un petit peu dans les deux métiers que j'ai pu faire, les deux facettes de ce métier, autant développeur devant un ordinateur que ébéniste devant son établi ou ses diverses machines, c'est la créativité que j'en avais, la liberté que j'ai dans les deux métiers, que j'avais dans l'ancien et que j'ai aussi dans celui-là, d'aller vers ce que j'ai envie de faire, la façon dont j'ai envie de le faire. Mais le déclic, il a vraiment été plutôt de vouloir vraiment faire quelque chose qui perdure un petit peu plus. Même si, concrètement, si on regarde dans le principe, le travail effectué en tant que développeur sur un ordinateur pourrait avoir une durée de vie presque infinie, bien plus qu'un meuble réalisé en bois. Mais on est dans un écosystème et un mouvement dans le développement où tout est en perpétuelle recréation, on refait toujours de la nouveauté. Et il y avait un petit peu ce côté abstrait, irréaliste de ce que je produisais. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait me dire, et si j'allais vers le manuel. La motivation? Ouais, la motivation pour moi c'est vraiment la première condition à remplir pour qu'une reconversion se fasse parce que le chemin va franchement être parsemé d'embûches et que sans la motivation, sans le soutien autour de soi, le soutien de ses proches, le soutien plus large des amis, etc., ça va être rendu difficile. Voilà. Donc, pas plus. Non, j'ai pas eu plus que ça d'aide par des organismes officiels, comme tu dis. Par contre, j'ai un parcours qui va être atypique. Je sais pas si c'est sur cette question qu'on va l'expliquer, mais je vais quand même en donner quelques mots. Moi, dans ma reconversion, je n'ai pas créé d'entreprise à mon nom. J'ai intégré une CAE, donc une coopérative d'activité et d'emploi, qui porte
administrativement et économiquement mon activité d'artisan ébéniste. Euh, et par là, l'accompagnement que j'ai eu, il a été fait via cette coopérative. Donc je vous mettrai des liens où vous verrez que vous pourrez les avoir. Des liens vers ce que sont les CAE, c'est quelque chose qui est entré au Code du travail dans la loi en France en 2014 et c'est exactement à cette date que j'ai fait ma reconversion. Donc c'était un process tout récent, mais j'ai intégré pour autant une coopérative qui avait déjà de la bouteille, qui avait une 15 ou une vingtaine d'années, donc qui a participé à l'éclosion de ce procédé, cette façon de se mettre à plusieurs pour partager l'outil administratif de l'entreprise en ayant chacun à l'intérieur de la coopérative son activité individuelle. Donc c'est un micmac qui pourrait sembler assez bizarre et abstrait de l'extérieur, mais voyons vraiment comme une mutualisation des moyens administratifs. Et du coup, au-delà de cette mutualisation administrative, il y a aussi une forme d'accompagnement pour lancer, pour aider le projet. Et cet accompagnement s'est fait sur deux temps forts. Le premier, c'est qu'on n'intègre pas ce type de coopérative, en tout cas celle dans laquelle je suis. On n'intègre pas la coopérative en étant directement en train de faire son activité et en cherchant à s'en sortir un revenu. Non. On l'intègre avec un contrat intermédiaire qui est ce qu'on appelle un CAP, C-A-P-E, un contrat d'appui au projet d'entreprise. Et ce CAP va permettre, c'est pas un contrat de travail avec la coopérative, c'est un contrat commercial qui permet aux nouvelles entrants, aux nouveaux coopérateurs de garder le statut qu'il pouvait avoir. Donc s'il était salarié par ailleurs, à mi-temps ou ce qu'il veut, il peut lancer cette nouvelle activité en gardant son autre statut de salarié. Alors à lui de trouver le temps après pour faire tout le boulot. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi garder un autre statut qui peut être intéressant, qui est celui de demandeur d'emploi, de chômeur en fait. Et garder une bonne part de cette indemnisation pour en profiter pour constituer et créer son nouveau projet. Alors par contre, ce que le contrat CAPE, le CAP, va faire, c'est qu'on va pouvoir exercer son activité, facturer, acheter ses matières, commencer à acheter son matériel, etc. dans le cadre de la coopérative, sous l'étiquette de la coopérative, mais on ne pourra pas en sortir de rémunération. Donc tout l'argent pendant cette période qui est emmagasiné sur le compte d'activité de l'activité naissante au sein de la coopérative et va servir de capital de départ pour la future activité, qui est déjà naissante, mais au moins pour le futur étape, la deuxième étape, l'étape suivante, qui est de devenir salarié. Alors c'est un salariat un peu particulier, mais de devenir salarié de la coopérative, et là, on pourra se servir du fruit de son travail pour se rémunérer. Donc cette étape, elle est importante et elle a été d'un grand soutien pour moi pour démarrer cette nouvelle activité et ce mode de reconversion. Alors, dans les organismes officiels, en tout cas en France, je citerai la Chambre des métiers, mais c'est même, enfin, en tout cas comme ça, c'est pas vers ça que je dirigerai tout de suite le futur candidat à devenir un nouvel artisan. C'est plutôt d'aller rencontrer ses pairs, c'est-à-dire d'aller rencontrer d'autres artisans, d'échanger avec eux sur leurs problématiques, leur vie, leur métier, comment ils l'apprécient, ce qu'ils aiment pas dedans. C'est vraiment la rencontre et c'est une part de ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai été visiter 2, 3 artisans dans ma région et j'avoue que ça a formaté mon projet. Ça m'a fait mettre en perspective des choses, voir des points forts, voir des difficultés dans ma posture, voir en quoi le rêve pouvait soit rester rêve, soit devenir une réalité, et un petit peu mettre les briques les unes à côté de les autres pour commencer à faire le plan de ce qu'allait pouvoir devenir ma nouvelle activité professionnelle, quoi. Ah, j'ai envie de dire que au-delà de la problématique technique de connaître un petit peu le métier, d'avoir un savoir-faire qui a été amené soit par
de l'auto-formation personnelle, soit par une formation réellement. Euh, Ça, c'est le bagage technique qui me semble nécessaire. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se lancer comme ça dans un métier sans rien en savoir, sans savoir le pratiquer, sans avoir au moins quelques notions et surtout beaucoup de curiosité. Et c'est là que, pour moi, on arrive sur le point intellectuel, c'est de la curiosité, c'est de la persévérance, c'est d'avoir envie d'aller chercher l'information, de la trouver et de la comprendre. En fait, il faut que ce métier vers lequel on va, il nous parle, il fasse vibrer notre cœur pour que, en fait, face à chaque problème, on ait l'ambition de chercher la solution et d'avoir envie de s'améliorer dedans. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, surtout si on se lance en solo, on va avoir une posture entrepreneuriale et on va être un peu seul sur toutes les tâches de l'entreprise. Donc ça va être très difficile de passer éventuellement, si on était dans du salariat, une posture du on me donne le boulot, je l'exécute, ça me plaît pas, à bah, je dois décider aussi ce que je dois faire. Donc c'est aussi une posture intellectuelle et mentale, je pense, de se dire je suis capable de me diriger, de diriger ma vie, de diriger mon entreprise, de diriger mon activité et de me diriger en tant que salarié de moi-même, en fait. Et ça, je pense que c'est des postures qui sont pas innées, c'est pas une liberté, c'est pas juste une liberté, en fait, d'être son patron, c'est aussi une posture de je suis capable aussi de me contrôler, de me foutre des baffes quand il faut, de me féliciter quand il faut, d'être fier de moi, de faire rayonner cette envie de se dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie de trouver les solutions, j'ai envie de faire les choses bien, parce que c'est ça qui amène tout, c'est ça qui amène la joie du boulot et c'est ça qui amène le business quelque part aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond globalement à la question, mais voilà pour moi beaucoup de qualités, autant techniques. Bon, la technique, enfin, je passe presque à côté, mais c'est inévitable. Il faut savoir les bases de son métier pour se lancer. C'est formation si on s'est décidé hier, et si ça fait 10 ans que c'est notre hobby, notre dada, ce qui était mon cas, on peut envisager de partir en autodidacte. Mais n'oublions pas qu'il y aura de l'auto-formation, voire d'aller chercher des formations en permanence dans sa vie professionnelle. C'est inévitable. On est obligé d'apprendre dans tous les métiers. Rien n'est jamais complètement acquis, tout évolue, donc il faut toujours, toujours réapprendre et apprendre les nouveautés. Donc c'est allez, on le redit, on va le redire. La curiosité, la première capacité, c'est la curiosité. Et la deuxième, c'est vraiment l'envie que ça avance, que ça bouge, jamais se reposer sur ses lauriers, quoi. Alors non, je n'avais pas particulièrement de capital financier de départ. En tout cas, je n'ai pas investi d'argent dans l'entreprise, d'autant que c'était la coopérative. C'était pas, en tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, j'avais un capital matériel, c'est-à-dire que la plupart de mon outillage que j'ai eu pour démarrer, je l'avais déjà. Donc indirectement, c'était pas si intéressant de l'avoir acheté avant, mais de l'avoir acheté avant m'avait permis de m'auto-former avec. Mais ce que je veux dire, c'est que le capital que j'ai amené, moi, dans l'activité, ça a été le matériel de départ. Une bonne partie a changé depuis, de toute façon, mais ça a été le moyen d'arriver et de pouvoir être opérationnel pour faire des premiers projets tout de suite sans sortir de l'argent. Mais quelque part, cet argent était déjà sorti. Après, de savoir si c'est indispensable d'avoir un capital de départ, pour moi, en tout cas l'artisanat dans la menuiserie, si c'est pas soi-même qui l'apportons, il faut aller le chercher dans une banque. Dans tous les cas, il y a un moment, il y a des sous à mettre sur la table parce qu'on n'exerce pas ce métier en solo, en tout cas, sans matériel, sans machine, sans local, sans matière, sans être capable d'avancer les frais sur les matières qu'on va devoir avoir. Et autant les machines, le matériel que le local, c'est des coûts assez importants. Et je pense qu'il ne faut pas retarder trop loin l'investissement, parce qu'en fait, c'est aussi d'avoir le bon équipement au bon moment, ni trop, ni trop peu, qui permet de répondre positivement aux projets pour lesquels on vient nous solliciter et de faire régulièrement rentrer de l'argent dans l'entreprise pour pouvoir le réinvestir dans quelque chose qui va nous rendre plus productifs. Mais cette dynamique, elle est à initier dès le départ. Donc, pas tout de suite mettre des milliers d'euros sur la table sans les compter.
Mais par contre, ne pas partir avec rien, je pense que c'est très important aussi. Faire tout avec 4 bouts de ficelle, c'est un danger. De mon point de vue, ça reste un danger. Je pense que c'est une bonne part de ce que j'ai essayé de faire. Et là, comme ça, avec le recul, je pense qu'il y a un danger à pas vouloir investir trop tôt. Tout comme il peut y avoir un danger à investir, hein. Je dis pas que l'inverse est vrai. Investir trop tôt, c'est aussi se forcer à se mettre le couteau sous la gorge de ben, il faut que ça réussisse. Mais en même temps, si on se lance dans un projet entrepreneurial, c'est pas pour se dire oui, peut-être, on verra si ça réussit. On est parti pour faire tout pour. Et si ça marche pas, on aura tout fait pour. Et c'est ça le principal. Alors on va pas se le cacher, les premiers clients, ça a été la famille et les amis. Après, il faut savoir en sortir assez vite parce que c'est des relations particulières, les relations client-fournisseur. Je pense qu'elle est à dissocier des relations d'amitié ou de familiale, c'est important. Mais finalement, les premiers clients qu'on va avoir dans nos cercles, notre premier cercle proche, ils sont très importants parce qu'en fait, ils vont tout de suite être un peu en soutien en fait de notre projet de reconversion, mais ils vont être aussi en vitrine de ce projet. Et après, c'est comme ça qu'on peut aller plus loin parce que d'une part, on est capable de montrer des projets qu'on a déjà réalisés et du coup d'avoir avec ce système de bouche-oreille qui s'enclenche, qui se démarre, d'aller en chercher d'autres ou d'en avoir d'autres qui viennent nous contacter. Et après, il y a diverses possibilités pour se faire connaître au niveau communication. Mais le point de départ, n'importe quel plan de communication commence avec rien. On n'existe pas, on part de on n'existe pas à on doit exister. Donc c'est important de chérir ce premier cercle de personnes qui peuvent être nos premiers clients. Après, aujourd'hui, comment peuvent me venir les chantiers? En grande partie du bouche-à-oreille quand même. Donc encore une fois, c'est les chantiers précédents qui amènent les suivants. Donc il faut toujours quand même avoir ça à l'idée quand on réalise un chantier, donc d'être pro, d'être avenant, d'être bien avec sa clientèle. Et il y a aussi le net, pas mal. À force de publier, j'avoue que ça m'apporte des gens qui m'appellent. C'est rarement très local, par contre. Du coup, ça me fait balader et ça me questionne aussi de me demander si aussi c'est intéressant de répondre à des projets qui peuvent être très lointains, à plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que c'est dans la dynamique que je veux? Mais aujourd'hui, il faut le savoir, voilà, sur une visibilité sur le net apporte des projets possibles. À réfléchir si on veut aller faire 500 bornes pour aller poser une étagère. Ça, c'est une question à se poser. Pour une étagère, je ne le ferai pas, je vous l'avoue tout de suite, hein. Mais pour des projets plus gros, ça peut avoir du sens et ça peut nous ouvrir d'autres choses. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit dans tout ça, c'est ce qu'on a fait nous apportera ce qu'on fera. Donc c'est pareil, autant d'un point de vue pour avoir de la nouvelle clientèle que d'un point de vue type de projet. Si on commence à rentrer dans un certain type de projet, il va être difficile de bifurquer. Donc les choix aussi de réponse à des projets vont être importants au départ comme tout au fil de l'activité. Voilà. Non, pas du tout. J'ai même pris la curiosité en cherchant à répondre à cette question, à aller voir depuis que j'ai créé la chaîne YouTube combien de revenus ça avait pu générer et je vois que au miracle ça a généré 2300 € de revenus donc je crois que j'ai ouvert la chaîne en 2008. Bon, il n'y a pas eu de publications depuis 2008 non plus, mais euh, la réponse à la question étant clairement non. Moi, honnêtement, ce que j'ai pu faire sur cette chaîne, ou ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'avoir un média pour parler de choses qui me touchent, de choses qui m'émeuvent, de choses où j'ai envie de le communiquer, ou de faire des retours d'expérience, comme ce que je suis en train de faire là d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, l'activation que j'ai tardé beaucoup à activer les revenus sur les vidéos, déjà, il faut avoir vraiment beaucoup de vues pour que ça commence à faire quelque chose, mais cette activation, elle est plus pour moi pour équilibrer le temps qui est nécessaire, le matériel qui est nécessaire, l'achat du logiciel, du matériel, de tout ça, pour qu'il y ait au moins des publications qui puissent se faire. Mais au-delà de ça,
j'en ai pas fait une source de revenus. Voilà, c'est mon choix. Parce que en faire une source de revenus, c'est un business bien plus conséquent en termes d'implication, de travail nécessaire, et c'est pas le choix que j'ai envie d'en faire. Après, je cache pas qu'à aujourd'hui, ça m'apporte quelques projets. Ça me donne une visibilité en fait, et ce que je trouve agréable dans ma façon de procéder, peut-être la façon dont je suis perçu, c'est que on m'a vu travailler. En tout cas, j'ai pas caché la façon ni l'atmosphère dans laquelle je travaille, et je trouve ça chouette parce que du coup, au lieu d'arriver comme un nom qui est juste un ébéniste qui est dans telle région, on a vu un peu ma façon de travailler et le résultat que ça pouvait donner. Et je me dis que si on m'appelle après ça, c'est chouette parce que là, le client potentiel a adhéré à ça, et du coup, ça crée un échange qui est plus intéressant, qui est plus fluide. Donc, ça, c'est chouette. Hold up, place go wild when I pull up. They all on me like they want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Eh bien, c'est là que c'est intéressant d'être dans un format coopératif comme celui que je suis, dans le sens où c'est le service comptable de la coopérative qui s'occupe de gérer ces problématiques de TVA. En fait, donc moi, j'ai à ma charge, parce que ça je ne l'ai pas vraiment expliqué, de créer mes devis, de bien les remplir, c'est moi qui choisis mon tarif, etc., d'éditer mes factures, de bien les remplir, de les donner à mes clients, etc. Entre les deux, de faire signer tout ce qu'il faut pour que le projet soit validé, de faire des factures d'acompte s'il y a besoin, s'il faut, etc. Mais derrière, les factures, comment elles sont traitées et comment elles ressortent pour que ça me sorte un revenu, c'est traité par le service comptable mutualisé, du coup, de la coopérative. Donc c'est là que c'est un outil intéressant, pour moi en tout cas, parce que je dis pas que j'ai pas à m'en préoccuper. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas à comprendre le fonctionnement précis et à le faire. J'ai juste à savoir ce qu'il faut que je fasse pour que je prenne en compte ou pas la TVA. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la coopérative, donc, qui est une société française normale, en mode SCOP, mais c'est pas ce que on va expliquer dans le propos là, mais qui fait qu'elle est assujettie à la TVA. Donc je vais avoir tous mes achats de matière sur lesquels je peux récupérer la TVA, et je vais facturer toutes mes prestations avec la TVA. Et après, la gestion de tout ça, c'est la coopérative qui s'en occupe, et c'est pas moi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Voilà. Alors, du coup, comme c'est un service mutualisé, les logiciels de comptabilité ou de gestion en fait de l'activité sont mutualisés aussi au sein de la coopérative. Donc, on utilise notre outil interne, en fait, qui est pas si interne que ça, c'est un outil qui est développé pour des CAE, comme ça, pour des coopératives de ce type. Donc il n'y a pas que nous qui l'utilisons, mais c'est quand même pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et ça nous permet de gérer tout ça. Donc là, j'ai pas de plus de conseils ou de bons tableaux à avoir, dans le sens où, voilà, moi j'utilise les outils internes qui me sont fournis par la structure administrative que j'ai choisie pour mon activité. Après, ça n'empêche pas chacun de faire ses bons petits tableaux pour faire ses prévisionnels, etc. Mais la gestion comptable, c'est pas moi qui l'a fait directement, donc je n'ai pas de tableau à recommander. Voilà. Ça, c'est la fucking question qui fâche. Je sais même pas s'il faut parler de taux horaire en fait. En tout cas, je me rends compte que quand j'ai voulu réfléchir comme ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a des temps de forte activité, il y a des temps de moyenne activité, il y a des temps de moins d'activité. Et finalement, ce qu'il faut réfléchir, c'est plutôt une moyenne à ça. Donc, c'est pas forcément un taux horaire sur un projet, moi, que je vais réfléchir, mais c'est plutôt à la fin du mois, je veux sortir tant de revenus, et pour arriver à ça, je vais avoir tout ça comme charge, et je vais pouvoir rentrer tout ça comme projet qui vont faire rentrer de l'argent dans l'activité. Et de là, on va voir comment on définit une sorte de taux horaire, mais c'est peut-être une mauvaise approche de ma part, j'en sais fichtre rien.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis même pas capable de te dire mon taux horaire, ça va être ça. C'est pas comme ça que je réfléchis le truc, et en même temps, je ne voudrais pas vendre la méthode que j'utilise à d'autres. Pour moi, un tarif, il va se réfléchir avec beaucoup d'approches très diverses, et c'est une convergence de beaucoup de choses qui fait que ça ne se réfléchit pas que sur le taux horaire. Par contre, à la fin, on est d'accord d'une chose, c'est que on travaille pour en vivre, pour sortir une rémunération de laquelle on va faire autre chose, à moins que notre travail soit notre vie. Mais là, je pense que on n'est pas tous dans ce cas-là, ou personne n'est dans ce cas-là, je sais pas. Mais non, voilà, enfin, je sais pas comment le dire avec d'autres mots, mais j'ai pas de, j'ai pas d'argument ou de belle réponse à donner à cette grande question. Et je botte en touche, voilà. Bon, c'est surtout quand je commence à avoir le sentiment que la non-évolution sur le matériel a un coût qui risque de dépasser l'investissement sur un nouveau matériel. Je m'explique. Quand tu galères à faire des coupes propres, quand tu galères à... C'est un exemple, hein, quand tu galères à faire des coupes propres, à faire des coupes précises, que tu galères à mettre sur une petite machine des gros objets, des grosses pièces, si tu poses à un moment le chiffre, te demander le temps que tu perds, ou c'est souvent du temps à la fin finalement, mais le temps que tu perds à réparer l'erreur, à réparer ou le temps à passer en manutention, etc. Enfin, beaucoup de temps perdu. Et que tu mets bout à bout tout ça, et tu te dis, ben, ça y est, je l'ai déjà payé ma nouvelle machine. Sauf que je l'ai pas. Et c'est en ça que pour moi, le déclenchement de la nouvelle machine, il est quand on commence à sentir ça, mais que c'est pas encore trop tard, que ça fait pas déjà 10 ans qu'on galère avec du matériel qui est pas adapté à ce qu'on veut en faire. Donc c'est une veille permanente de se demander est-ce que ça vaut le coup ou pas que j'ai une nouvelle machine pour du confort, mais le confort, en fait, il vient dans cette productivité derrière. Donc sans forcément chercher à se rendre ultra productif, mais en tout cas à diminuer le temps nécessaire à réaliser un projet, parce que c'est comme ça que se crée la valeur de notre travail, en fait. La valeur monétaire finale, c'est notre temps de travail. Donc l'évolution, pour moi, elle est là. Quand on commence à sentir que la non-évolution devient plus coûteuse que l'évolution. Bah, voilà que c'est une question piège, ça. Non, il peut y avoir 1000 réponses à cette question. Il va pas y en avoir qu'une seule. Pour moi, ce qui va être indispensable comme outil pour démarrer, c'est un endroit. Un endroit pour le faire, ça c'est plus qu'indispensable. On fait pas ça dans le fond de sa cuisine, au bout de son salon, si facilement ou sans conséquence. Je dis pas qu'on peut rien faire dans des endroits inadaptés, etc. Mais il faut déjà qu'on ait un lieu qui va devenir notre lieu d'activité, notre lieu de production. Donc c'est un lieu dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on va avoir envie de travailler, etc. Qui sera adapté aussi en termes de taille, de surface. Ça ne veut pas dire qu'il faut 300 mètres carrés pour démarrer, mais il faut quelque chose d'adapté. Après, je me rends compte que dans le métier tel que je le fais aujourd'hui, le gros matos stationnaire, il est peut-être pas indispensable. Si on n'en a pas les moyens au début, si on n'arrive pas à avoir les capacités financières d'investir là-dessus, on peut faire énormément de projets qui nous permettent déjà de faire une forme de revenu, quoi, avec juste de l'électroportatif. Et là, pour moi, les investissements sont bien moindres. La taille nécessaire du lieu de production l'est aussi. Les moyens pour ranger tout ce matériel encore plus. Et on peut déjà faire plein de belles choses. Donc... Et puis bon, bah, je suis en train d'oublier complètement les outils manuels, mais je sais pas, c'est pas le genre d'activité que je fais. Je sais pas si à l'économie d'aujourd'hui, on ne pourrait partir qu'avec des outils manuels. En tout cas, il y a un modèle économique qui est différent de faire que de la production. Peut-être qu'on est à mi-chemin entre de la formation et plein de choses. Je pense qu'à un moment, il faut être réaliste, qu'il y a un système autour et que les autres ont une vitesse d'exécution, etc. Enfin, je sais que là, je suis en train de me foutre plein de gens à dos par rapport à cette réponse. Mais du coup, je sais pas si on va la garder au montage. Non, je la retire pas. Qu'est-ce que vous en dites?
Allez, dites-moi s'il me faut absolument tous les outils à main pour démarrer une activité d'ébénisterie. Hein? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. J'en ai aucun et j'en ai toujours aucun. Donc voilà. Non, j'en ai pas. Non, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. Moi, j'utilise tous les outils informatiques en tant que logiciel qui nous ont été fournis par la coopérative, donc j'ai rien à vous recommander là sur ce coup-là. Après, il y a les outils de production, mais je pense que c'est pas de ce à quoi on est en train de parler, donc je n'ai pas de réponse à cette question. Non, pas particulièrement. Après, je pense qu'il y a des logiciels ou au moins des façons de travailler par ordinateur en tant que gestionnaire des activités courantes, pas financières. Là, je parle vraiment gérer son carnet d'adresses de clients, son qu'est-ce qu'il y a à faire pour quand, son planning, etc. quoi. Et là, il peut y avoir des logiciels intéressants à appréhender ou des façons d'enregistrer ça dans un tableur, hein, tout simplement. Mais ça peut être des choses intéressantes. Mais j'aurais exactement la réponse d'avant. Moi, j'ai des outils qui me sont fournis, donc je ne cherche pas à en acheter d'autres. Non, désolé. Ah, bien trop sur l'activité, pas consacré assez de temps à la famille au sens large, mais à soi-même aussi, ouais. En fait, c'était un projet de vie aussi de se dire que l'activité était ma vie et je pense être en train de me faire dépasser par le projet et que c'est pas une idée que j'ai envie de revendre. Non, c'est important de consacrer du temps à sa famille, au sien, à soi-même, à vivre. Pas travailler pour vivre, mais vivre pour travailler. C'est important. Ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit au début. Je pense que franchement, la curiosité, la persévérance, le perfectionnisme au sens noble du thème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans l'exagération du perfectionnisme, mais le boulot bien fait, c'est vraiment des qualités importantes, justement quand on est les représentants de son travail, que son travail nous représente nous, on y met de nous-mêmes en fait dans ce boulot artisanal. Et c'est important d'en avoir conscience, de ne pas bâcler les choses, d'aller au bout de ce qu'on peut, de ne pas s'arracher à ce qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas faire, d'être honnête. Tout ça, c'est un ensemble de qualités qui vont faire autant qu'on fait du bon travail, qu'on a une bonne relation avec qui on vend notre travail. C'est important. Les deux, je pense que c'est les deux qu'il faut mixer pour avoir une réussite globale de son activité. Faire les choses comme on nous les demande et les faire bien dans les temps et les faire avec l'amour de les faire et les faire en appréciant pour qui on le fait autant que faire le travail, quoi. Ça, c'est vraiment des choses importantes à avoir pour réussir. C'est que mon point de vue. Je ne veux pas vous l'imposer, ça c'est certain, mais je crois vraiment en ça. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je le ferais? Je ferais quoi? De revenir en arrière pour le revivre? Si c'est ça, oui, pourquoi pas. Si c'est pour changer quelque chose, pas forcément. Je changerai pas. J'aime le parcours que j'en ai fait. C'est pas facile. C'est pas facile encore aujourd'hui. Enfin, c'est jamais facile. La vie, elle est pas forcément facile. Mais j'aime ce que j'ai pu créer, ce que j'ai pu en faire, ce que j'arrive à en faire aujourd'hui et les perspectives pour demain. Et ça, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur et du coup, je pense que même si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas ça. Ah, le conseil, ça serait de pas rester tout seul. Et c'est là que je vais faire une transition de ouf avec un message qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de finir là-dessus, en fait. C'est que avec des potes et des collègues dans l'artisanat, on est en train de monter un lieu d'artisanat partagé sur la commune sur laquelle on est. Donc c'est ici à Vienne, en Isère, en France. Et
qui va répondre à divers besoins, en fait. Ce besoin d'être indépendant dans son activité, certes, mais le faire dans un mouvement plus large, dans quelque chose de plus collectif. C'est-à-dire qu'on va chercher à mutualiser déjà l'espace, avec dedans une volonté d'avoir des parties privatives, mais aussi des parties communes, qui vont être cette respiration pour l'activité. Ces moments où j'ai des projets gros, je peux un petit peu prendre plus d'espace, et ces moments où j'ai quelque chose de plus petit, je le libère pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Donc ça, c'est déjà quelque chose de chouette en soi. Mais là, on est dans le purement matériel, et au-delà de tout ça, on a une enveloppe très humaine dans un projet où on a envie que les artisans fassent chacun leur activité, certes, mais en étant les uns autour des autres, avec cette volonté de partage, d'échange, d'entraide, de synergie, pourquoi pas, d'aller chercher à se faire des projets à plusieurs, et que les choses viennent assez naturellement, quelque part. En fait, le fait d'être à côté, de travailler à côté de quelqu'un, on va à la fois lui communiquer notre façon de faire, et à la fois on va s'imprégner de la sienne, ou des siennes, puisqu'on ne serait pas que quelques-uns, mais on serait un collectif bien plus grand. Et c'est avec une certaine forme de joie que je vous annonce que ce projet est de plus en plus propre et bien prêt à partir. On s'est positionné un petit peu sur un lieu, donc je peux encore pas tout à fait vous parler du lieu parce que tout n'est pas clairement signé, mais on part sur une belle surface de 1000 m² dans un bâtiment ancien, des belles usines de textiles de la grande époque avec des grandes baies vitrées, donc quelque chose de très cubique, donc facile à rendre très modulaire, de très lumineux, avec des ouvertures vitrées très grandes et très fournies. Et une ambiance de travail qu'on va vouloir vraiment très cocon, avec cette envie de mixer diverses activités qui sont sur diverses matières, mais dans un environnement et dans un écosystème de création. C'est-à-dire que voilà, c'est des métiers qui vont se retrouver sur certains points, même si sur le papier, ils ont l'air complètement différents. Et donc ce projet, ça s'appelle Le Village, et je vous invite là, on a ouvert une autre chaîne YouTube pour essayer de faire quelques rendez-vous réguliers pour vous faire part de l'avancement de ce projet, que je vais du coup très largement distinguer de ce que je peux publier sur ma propre chaîne. Et du coup voilà, je vous invite, je vous mets le petit lien juste ici pour rejoindre cette chaîne YouTube du village et de suivre avec nous l'avancée de ce projet qui va être une chouette aventure et qui devrait donner un beau coup de pouce tant humain qu'économique, que matériel, que tout ce qu'on veut, à ceux qui le rejoindront en tant que résidents ou ceux qui graviteront tout simplement autour. Donc voilà, pour revenir sur le conseil pour moi, et le confinement et tout ça me l'a montré, restez pas seul. Faut pas rester seul dans son activité parce qu'en fait on s'enferme dans quelque chose. Faut vraiment s'entourer. De diverses façons que ce soit de rejoindre un lieu comme ce qu'on va essayer de monter là, comme un lieu d'artisanat collectif, mais ça peut être aussi de se mettre dans des zones artisanales où en fait il y a tout un écosystème qui tourne autour. C'est vraiment cette vie humaine, je la vois comme plus qu'importante. Elle est importante au développement personnel, avoir ce support et cette envie de pouvoir aussi autant aider les autres que les autres puissent nous aider. Voilà, si je devais rester sur une chose, ça serait ça. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que je vous aurai donné des informations pertinentes et intéressantes. Pour ceux qui ont envie de se lancer, je pense que c'est une belle aventure à vivre, qu'il ne faut pas la prendre à la légère, ça c'est certain, mais qu'il faut s'en donner les moyens si on en a l'envie, ça c'est sûr. Du coup je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas d'aller voir ce qu'on fait avec ce beau projet collectif du village. Merci, salut!